qui était censé vous présenter le topo sur les laryngectomies partielles. Et, vous êtes orthophoniste et des ORL, par Nico, non? D'accord. Je vais essayer de rendre la présentation pas trop imbuvable, parce qu'il faut savoir que c'est un chapitre chirurgical qui est un petit peu pénible, donc je vais juste vous donner des grandes idées et vous parler principalement des chirurgies que vous êtes amenés à prendre en charge en post-opératoire. Donc un petit rappel donc, sur les cancers des cordes vocales et du larynx. Il faut savoir que pour les cancers des cordes vocales, on a souvent un diagnostic qui est assez précoce dans le cadre des cancers de l'étage glottique du fait de l'apparition assez rapide d'une dysphonie qui signe souvent qui alarme souvent les patients et les amène à consulter relativement précocement. Donc nous, dans le topo suivant, on va s'adresser et ça va concerner essentiellement ces petites lésions glottiques ou supraglottiques qui peuvent être traitées par chirurgie exclusive. Et puis évidemment, on a également des formes dépassées, mais principalement pour des lésions qui vont être sur l'étage supraglottique, qui restent longtemps asymptomatiques et qui amènent les patients à consulter parfois avec des détresses respiratoires sur une décompensation brutale. Alors, pourquoi vous parlez des laryngectomies partielles ? Il est évident que dans le cadre des cancers du larynx, l'objectif, si on le peut, et j'insiste là-dessus sur la nécessité de prioriser le contrôle carcinologique, mais si on le peut, il faut toujours discuter d'un traitement conservateur. Et les traitements conservateurs qu'on a, c'est évidemment la chirurgie, donc la chirurgie partielle du larynx, qui consiste à retirer la zone malade, mais à conserver suffisamment de structure de façon à ce que le larynx soit fonctionnel. On va y revenir après. Il est évident également qu'on est souvent face à des patients qui vont à tout prix vouloir conserver l'organe larynx et que malgré ce, on doit toujours donc, prioriser le contrôle carcinologique et si besoin, et bien évidemment, on fera une laryngectomie totale ou des sacrifices d'organes. Donc la notion de traitement initial, juste un petit rappel pour vous, même si ce n'est pas le sujet aujourd'hui, c'est que toute exérèse incomplète initiale ou toute poursuite évolutive et les récidives précoces sont très mauvais pronostics. Donc là encore, vraiment l'idée c'est dans la réflexion qu'on aura sur la chirurgie partielle, d'avoir une chirurgie sûre en termes carcinologiques. Donc la conservation laryngée, ça vise évidemment à préserver les fonctions de l'organe larynx, la respiration sans trachéotomie, évidemment. Si on préserve l'organe mais que le patient a une trachéotomie, c'est un échec, ça arrive, mais voilà, c'est l'objectif. La déglutition sans fausse route et la phonation, évidemment. Alors, les traitements qu'on a actuellement pour les carcinomes débutants de la corde vocale, donc on va parler essentiellement des T1, T2, peu importe. On a 3 axes essentiellement. La cordectomie laser, plus ou moins robot assisté, je vous montrerai quelques images. Là encore, l'objectif c'est pas de connaître les techniques et le détail des techniques, mais je pense que c'est intéressant que vous en entendiez parler. Donc ça, ce sont des chirurgies qui sont par la bouche, ce qu'on appelle les chirurgies transorales. La deuxième sont les laryngectomies partielles, les laryngectomies partielles par voie externe, qui vont, par cervicotomie, permettre d'aborder le larynx et de sacrifier la partie malade et de préserver suffisamment d'organes pour que la fonction soit conservée. Et puis il y a également l'alternative radiothérapie. Donc là, je ne vais pas revenir sur les indications pourquoi on choisit tel ou tel traitement, mais simplement pour vous amener à réfléchir sur les difficultés que vous rencontrerez. Alors, les critères de décision pour choisir tel ou tel type de chirurgie, il va évidemment y avoir les caractères de la lésion, donc la localisation de la lésion. Est-ce que c'est la glotte? Est-ce que ça touche la commissure antérieure, qui est une zone au niveau carcinologique particulière parce qu'il n'y a pas de péricondre? Et donc, c'est une zone qui va rapidement être envahie, en sachant que le cartilage est très mal traité par radiothérapie. Donc, c'est-à-dire que sur une petite lésion de la corde vocale qui atteint la commissure antérieure, on va rapidement devoir discuter une laryngectomie par voie externe de façon à retirer le cartilage. On ne peut pas faire une chirurgie par voie transorale exclusive. La taille de la lésion, évidemment, l'extension de la lésion et la mobilité laryngée préopératoire qui signe un envahissement plus profond qu'on ne peut le penser en fibroscopie initiale. Alors, les critères de décision également, le patient. Les laryngectomies partielles seront proposées à des patients qui ont moins de 70 ans. Au-delà, ça devient une contre-indication relative. Il est évident qu'après, il y a l'âge physiologique. Il y a des patients de 80 ans qui sont en très bonne forme et des patients de 60 ans à qui on ne peut pas envisager d'en faire. Mais enfin, ça fait partie des éléments de discussion. Ensuite, les tares respiratoires. Alors, tout patient insuffisant respiratoire est contre-indiqué formellement à une chirurgie partielle. Du fait qu'il y aura de toute façon au moins une phase avec des troubles de déglutition, des fausses routes qui vont nécessiter une rééducation, il est évident que si ces patients-là, insuffisants respiratoires, fragiles, font des fausses routes et s'infectent, on a vraiment des patients qui sont extrêmement vulnérables après. Les contre-indications cardiaques, pour les mêmes raisons. Les patients qui ont des altérations cognitives, il faut évidemment qu'ils soient à même de suivre les consignes de rééducation et que ce soit suffisamment compliant
aussi bien pour les comprendre qu'au niveau moteur pour les appliquer. Bon, les risques anesthésiques, évidemment, et puis les antécédents. Alors, est-ce que ce patient a déjà eu un premier cancer ou quelle localisation? Est-ce qu'il a déjà eu une chirurgie pharyngée, par exemple, qui le met déjà en difficulté? Il est évident que si on a déjà eu un patient avec une pharyngectomie, ça va être compliqué de lui proposer une chirurgie partielle. Et les antécédents de radiothérapie. Alors, les patients qui ont déjà eu de la radiothérapie sont toujours beaucoup plus en difficulté pour la rééducation et avant la phase de rééducation pour la cicatrisation également. Alors l'impératif, c'est de conserver au moins une unité crico-aryténoïdienne valide. Hein, donc là vous avez le schéma, vous le connaissez. Il faut qu'on ait au moins l'aryténoïde, un fragment de corde vocale, donc du tenseur, et puis le cricoïde complet, évidemment pour maintenir la filière respiratoire ouverte, le crico-aryténoïdien postérieur et le crico-aryténoïdien latéral. Donc vous allez vous rendre compte qu'en préservant simplement cette structure au niveau du larynx, on arrive à avoir un larynx fonctionnel. Alors, les différentes techniques, bon, c'est la partie qui va être peut-être un peu indigeste, hein, mais je vais essayer de vous sortir les 3-4 techniques finalement qu'on utilise encore actuellement. Il faut savoir qu'avec le développement de la radiothérapie, ça je vous le dis en bas, mais en pratique, il y a énormément de techniques qui sont délaissées et on n'en garde actuellement que quelques-unes. Donc en termes donc, de chirurgie, on va le décider selon la localisation tumorale et l'exposition du patient. Par exemple, pour un petit cancer de la corde vocale, si on arrive à l'endoscopie préopératoire à bien visualiser qu'il s'agit d'une petite lésion superficielle, il est évident qu'on va toujours prioriser une chirurgie par voie transorale, donc je vais vous montrer après des schémas, pour réséquer la corde vocale plutôt qu'une chirurgie par voie externe avec une incision au niveau du cou et des ouvertures plus larges avec donc des troubles de cicatrisation qui peuvent être plus marqués. Donc, la technique endoscopique dont je vous parle, sont les techniques les plus récentes. MLS, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire microchirurgie laryngée en suspension. Alors, suspension, je vous montrerai un schéma. Simplement, ça veut dire que le patient est allongé sur la table, on passe par la bouche, on met un écarteur dans la bouche qu'on attache pour se libérer les mains et pour travailler ensuite. Au niveau de cette technique, on utilise soit le laser, de façon à réséquer au laser, soit les instruments froids, c'est-à-dire les ciseaux et les pinces. Et la technique la plus récente, qui est en fait dans le continuum de la précédente, c'est la technique robotique. Je vous en parlerai, c'est anecdotique pour vous, mais simplement ça fait partie des techniques innovantes. Vous en entendrez probablement parler si ce n'est pas déjà le cas. Le robot qui permet en pratique, en mettant une caméra orientée et des instruments qui ont une liberté de mouvement à 360 degrés, va finalement d'élargir les indications chirurgicales chez des patients pour lesquels habituellement on n'aurait pas pu voir simplement donc, tout droit donc, avec la technique laser habituelle. Et là on peut élargir les indications et les résections chez les patients difficilement exposables. Et puis les laryngectomies partielles par voie externe. Alors il y a énormément de procédures qui ont été décrites. Là, je vous en détaillerai principalement 3 qui sont quasi les seules indications encore utilisées actuellement. Alors ça, on s'en fiche, les cordectomies, concrètement, il y a différents types selon qu'elles sont plus ou moins profondes au niveau de la corde vocale. Donc là, la cordectomie de type 1, vous avez ici un schéma. Vous voyez ici un tout petit carcinome qui est soit in situ, soit micro-infiltrant. Un patient, donc vous voyez sur la photo, qui est facilement exposable. Hein, donc là, vous imaginez qu'il y a, on voit qu'il est intubé, l'opérateur a dû mettre l'écarteur, se libérer les mains, il prend une photo. On imagine bien qu'avec les instruments, on peut directement aller travailler dessus. Et donc là, vous avez le schéma en coupe axiale du larynx, la lésion qui est très superficielle. Les cordectomies de type 1, ça consiste en fait à faire un pelage superficiel de l'épithélium. Cordectomie de type 2, je vous le dis, mais enfin c'est pas à retenir. Hein. Cordectomie de type 2, c'est au niveau du ligament. Cordectomie de type 3, je vais vous montrer un schéma après, c'est au niveau du muscle. Cordectomie de type 4, c'est quand on va jusqu'au cartilage. Donc là, vous avez le résultat où on voit en dessous le ligament qui est exposé et la lésion qui a été réséquée au large. Donc là, un autre schéma, cordectomie de type 3. Donc là, on voit une lésion plus bourgeonnante, plus nodulaire, qui reste malgré tout à distance de la commissure antérieure, qui est donc un des critères dont je vous ai parlé pour retenir ce type de chirurgie. Et là, donc, il y aura un geste qui va sacrifier une partie du muscle. Et vous voyez ici, en profondeur, on voit le muscle exposé en fin de geste.
Alors, donc les deux techniques dont je vous ai parlé, la microchirurgie laryngée en suspension, qui est donc ici, vous voyez l'opérateur, comme je vous ai dit, il faut vraiment que l'exposition soit bonne pour que tout soit dans le même axe. Où vous avez donc l'écarteur, c'est un peu flou, mais ce sera le même schéma qu'après. L'écarteur qui va ici jusqu'au niveau du larynx, qui est fixé sur la table. L'opérateur ici au microscope avec le laser qui travaille dans l'axe direct du larynx. Le robot ici, vous voyez quand même en termes de lourdeur et d'installation que c'est quand même beaucoup plus lourd. On a donc le patient ici allongé que vous ne voyez pas bien, les trois bras du robot, vous verrez après. Vous avez une aide qui reste à la tête pour aspirer et éventuellement mettre des cotonnettes au besoin. Et en fait, donc l'opérateur qui est ici à la console et qui manie les instruments à distance. Donc là, l'intérêt, c'est du fait qu'il y a la caméra qui permet de visualiser de façon plus large et les instruments qui ont donc cette mobilité à 360 degrés, ça permet d'élargir les lésions, donc les résections non seulement aux lésions glottiques, mais également au plan supraglottique dans les cas de mauvaise exposition, et voire aux lésions du pharynx. Donc là, vous voyez l'instrument, le premier appareil avec les trois bras articulés qui sont installés au niveau du patient, la console avec le binoculaire qui permet d'avoir une vision tridimensionnelle, et puis la console avec la caméra qui permet aux aides et aux infirmières en salle de visualiser le geste et de suivre l'intervention. Donc là encore, vous voyez, c'est la même installation que ce soit pour la MLS, donc la technique entre guillemets classique, et le robot. Vous voyez le patient allongé, l'écarteur, la suspension dont je vous parlais, qui permet de libérer les bras de l'opérateur. Et ici, alors, donc soit on est au laser, soit ici, les trois bras, une pince, la caméra et la monopolaire, ici, donc l'instrument qui dissèque à droite, qui vont donc travailler, comme vous voyez ici, là il y a l'écarteur, la pince ici, et puis la monopolaire qui permet de réséquer. Alors, très bonne question, parce qu'il y en a autant au CHU qu'en privé. À la base, ça a été développé plus pour l'urologie, donc c'est pour ça qu'actuellement, c'est en train d'être développé en ORL, mais les instruments à la base ne sont pas des instruments dédiés à l'ORL, donc là, il y a toutes ces pinces là qui sont en cours de développement. Mais donc, il y en a, j'en ai aucune idée, je pense qu'il y en a, à mon avis, au moins 15 ou 20, parce qu'il y a beaucoup de structures privées qui les ont aussi, en fait. C'est pas que dans les centres hospitaliers universitaires. Surtout donc beaucoup pour les urologues en fait à la base. Et là il y a des nouvelles versions qui sont en train d'apparaître avec des instruments miniaturisés justement pour tout ce qui est chirurgie transorale, où là on a des caméras qui font quand même un diamètre comme ça, donc il faut quand même avoir une bonne ouverture de bouche, ne serait-ce que mettre la caméra et deux instruments, on a des fois des conflits qui sont un peu compliqués à gérer. Donc, un petit mémo pour la cordectomie laser. Alors, la cordectomie laser simplex, il y a très peu de troubles de la déglutition. En général, les patients sont des fois un petit peu douloureux, donc c'est ce qui peut les gêner, mais enfin, il y a très peu de fausses routes. On ne donne pas de consignes particulières, sauf éventuellement sur les types 4 pour des patients un peu fragiles. Mais sinon, il y a peu de difficultés. La dysphonie reste modérée. Ça entraîne une petite augmentation des résistances laryngées du fait des phénomènes de fibrose et de cicatrisation. Ça diminue l'intensité et légèrement, ce sont des voix quand même de bonne qualité, et ça diminue légèrement le temps maximal phalatoire. La fermeture glottique va donc de ce fait, du fait de la résection et de la petite rétraction qu'il va y avoir sur la néocorde, elle va être incomplète. On a en stroboscopie une diminution de l'amplitude vibratoire, là encore, tout ça c'est lié à la fibrose de la cicatrisation. Et là encore, on retrouve ces troubles vocaux chez les patients irradiés. Il y a toujours de grandes discussions entre chirurgiens et radiothérapeutes sur les indications. Quand on a un patient qui a un T1 glottique, on peut très bien lui proposer aussi bien la chirurgie que la radiothérapie. Et donc ce sont des cas où on va devoir expliquer au patient et puis parfois lui laisser le choix au vu des avantages et des inconvénients des deux techniques. Alors, les partiels par voie externe. Est-ce que vous avez des questions sur les cordectomies ou le robot ? Bon, donc là, je vais vous achever avec les partiels.
Alors, il y a énormément de techniques, hein, beaucoup de noms, tout le monde a voulu mettre son nom, donc je vous les ai épargnés pour la plupart. Donc il faut savoir qu'il y a les chirurgies partielles dites horizontales, qui correspond à l'exérèse plus ou moins complète de l'étage supraglottique. En pratique, l'indication reine, c'est le cancer de l'épiglotte. Hein. Ça, c'est l'indication typique. Donc les tumeurs de la face laryngée de l'épiglotte, de la bande ventriculaire, de la margelle, des replis ariépiglotiques. Je vous les énumère tous les noms, et évidemment je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais vous parler de deux, trois techniques. Vous entendrez parler concrètement dans les services d'ORL, on parle de laryngectomie horizontale supraglottique. Cette technique-là, en fait, on peut également la faire par voie transorale. Hein. Laryngectomie horizontale supraglottique, on peut faire une épiglottectomie laser, hein, par exemple, par voie transorale, et ça correspond à une des exérèses qu'on peut réaliser par ce type de technique. Donc la plus fréquente, la laryngectomie horizontale supraglottique, on va réaliser donc un abord cervical antérieur et ça permet de réaliser l'exérèse en fonction des tumeurs. Vous voyez ici une tumeur de la face laryngée de l'épiglotte, et bien donc l'exérèse de la bande ventriculaire, de l'épiglotte, voire de l'osioïde en fonction de l'infiltration profonde. Alors les chirurgies partielles verticales, correspondant en réalité aux tumeurs du plan glottique. Donc les cordectomies, on n'en fait quasiment plus par voie externe, ça correspond aux lésions du tiers moyen. L'hémiglottectomie, ça correspond aux exérèses arythénoïdiennes associées, pour des lésions latéralisées. La laryngectomie frontolatérale, bon là je vous le cite, hein, sur les tumeurs des cordes vocales, d'une corde vocale associée à une extension minime sur la commissure antérieure sans extension contralatérale. Et une technique qui est dérivée de celle-ci, c'est la laryngectomie frontale antérieure reconstructive, où en réalité on prend le pied de l'épiglotte pour aller reconstruire la zone d'exérèse. Donc c'est ce qu'on appelle le tucker. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Alors ensuite les chirurgies partielles supracricoïdiennes sont la laryngectomie dite subtotale, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, qui sont des chirurgies assez étonnantes en réalité parce qu'on sacrifie une grande partie hein, de l'organe. Le but est toujours conserver les trois fonctions. On va faire l'exérèse dans ces tumeurs, du cartilage thyroïde, éventuellement de l'épiglotte, selon la technique choisie. Et il faudra toujours évidemment conserver le cartilage cricoïde, l'osioïde en haut pour réaliser une pexie, étant donné qu'on va retirer une bande de larynx. Et donc pour refermer, on va suturer le cricoïde à l'osioïde et éventuellement à l'épiglotte restante. Et donc on va affaisser en quelque sorte l'organe. Et au niveau mobilité, évidemment, toujours indispensable de garder un arythénoïde et donc une articulation pour préserver une mobilité glottique. Donc vous avez déjà entendu parler des CHP et des CHEP. Hein. Donc il y a la laryngectomie supracricoïdienne avec cricoïodopexie, la CHP, qui correspond aux tumeurs supraglottiques, avec une extension glottique et les arythénoïdes mobiles. Ça c'est vraiment un préalable indispensable pour que le patient soit éligible à une chirurgie de ce type-là. Ça correspond à des tumeurs du ventricule, de la glotte, avec une atteinte de la commissure antérieure. Hein, on revient à ce que je vous disais tout à l'heure, la commissure antérieure qui est une zone au niveau carcinologique qui va toujours devoir être explorée avec attention en préopératoire, de façon à ne pas sous-stader le patient et sous-traiter le patient. On peut étendre les indications à des atteintes débutantes de la loge HTE, du fait qu'on va sacrifier de toute façon pied de l'épiglotte et cet espace graisseux antérieur. D'où le nom hein, de laryngectomie subtotale. On conserve ici un arythénoïde, osioïde, cricoïde. Juste une question, il n'y avait pas Isabelle Retou ou Cécile Arnoux, les orthophonistes, non, elles ne sont pas là? Non, ça vous dit rien? Ah oui? Alors ensuite, on a la CHEP, hein, le Mayer-Piquet, donc qui correspond à une laryngectomie supracricoïdienne, même logique que la précédente, avec cette fois-ci une fermeture par crico-iodo-épiglottopexie. Donc c'est-à-dire on garde le cricoïde en bas, l'osioïde en haut et la partie suprayoïdienne de l'épiglotte. On résèque la portion intermédiaire, on conserve évidemment un arythénoïde et au moins une portion de corde vocale,
Et la fermeture, vous voyez un schéma ici, va consister à faire une pexie, donc en fait on fait des gros points avec des gros fils de vicryl pour abaisser l'osioïde sur le cricoïde et le bas de l'épiglotte. Donc là, ça va concerner des tumeurs glottiques sans extension haute, avec éventuellement une immobilité glottique, mais les aryténoïdes doivent rester mobiles. Hein. Donc il ne s'agit pas d'un envahissement de l'articulation, mais éventuellement d'un envahissement de l'espace paraglottique. Ça peut concerner des tumeurs bilatérales, avec donc un sacrifice de la portion antérieure ou membraneuse de la corde vocale. Et encore une fois, ce sont les indications reines des extensions sur la commissure antérieure. Alors c'est là où normalement Isabelle Rotou arrivait. Donc le fonctionnement laryngé post-opératoire. Donc vous doutez bien au vu de la résection que le phénomène vibratoire au niveau glottique va se faire sur les néocordes, donc sur des bandes cicatricielles. Hein, donc on n'a plus la structure glottique initiale. Donc on a évidemment un timbre qui va être très modifié. L'occlusion laryngée dépend des aryténoïdes ou de l'aryténoïde selon le sacrifice et de l'épiglotte qui est préservée. Au niveau de la néoglotte, il y a deux composantes de mouvement. Une composante sagittale par le crico-aryténoïdien postérieur qui donc en se contractant va entraîner l'ouverture de la lumière laryngée et en se relâchant la bascule de l'aryténoïde en avant. Et puis une composante horizontale par bascule du corps muqueux de l'aryténoïde, hein, donc c'est le volume de l'aryténoïde finalement qui va venir fermer ou ouvrir la glotte, et qui se fait par la contraction du crico-aryténoïdien latéral. Alors là, je ne sais pas si ça marche. Nous étions à l'étude quand le proviseur entra, suivi de nouveau, habillé en bourgeois, et d'un garçon de classe qui portait un grand pupitre. Ceux qui dormaient se réveillèrent, et chacun se leva comme surpris dans son travail. Le proviseur nous fit signe de nous rasseoir, puis, se tournant vers rasseoir, puis, se voyait sa conduite son méritoire pour l'appel son main. Voilà, donc vous entendez quand même que ce sont des voix qui sont relativement modifiées. Après, ce sont des patients qui ont quand même, étonnamment, au vu de l'importance des sacrifices, qui ont d'excellentes qualités de vie, avec évidemment une phase de rééducation qui est souvent longue, et ça, il faut vraiment les préparer avant pour qu'ils ne se découragent pas, parce que ça peut être vraiment redoutable. Hein. Alors ensuite... J'habite à Alès. Si vous entendez, j'ai 63 ans. On m'a opéré d'un maillard piqué en 94. C'est bon? Voilà, je suis désolée parce que j'ai récupéré le cours hier et j'ai pas pu vérifier les vidéos. Donc vous voyez par contre hein, qu'on a on a des glottes, quand on fait des fibroscopies à ces patients, ils ont vraiment des néoglottes qui sont parfois très petites. Donc c'est vrai que ce sont des patients qui sont après relativement fragiles hein, aussi, tout ce qui est infection virale, ou qui peuvent rapidement être gênés, ou ne serait-ce que une bronchite ou des problèmes d'expectoration. Donc ces patients aussi, il faut leur apprendre à tousser, il faut leur apprendre à avoir une hygiène de vie rigoureuse. Bon, ça marche pas. Alors bah là, normalement, Isabelle viendra vous en parler après, hein, elle vous fera un petit topo, là j'ai quelques dias, normalement elle doit intervenir. L'importance de l'étude de la voix, bon je pense que là-dessus je ne vais pas vous apprendre grand-chose, mais ça va évidemment renseigner sur les capacités d'occlusion, ça va déterminer les facteurs de réussite garantissant la voie post-opératoire, quoiqu'il y a quand même beaucoup de phénomènes qu'on ne maîtrise pas bien, notamment la cicatrisation et les phénomènes de fibrose. Ça permet évidemment d'étudier tout ça et d'améliorer les techniques opératoires. Bon, actuellement, il n'y a pas beaucoup de développement nouveau hein, sur ces techniques-là. Les principales techniques qu'on développe, ce sont les chirurgies par voie transorale pour essayer d'élargir les indications qui permettent de ne pas aborder par cervicotomie.
Alors, les facteurs déterminant la fonction, eh bien, évidemment, la mobilité musculaire restante, d'où aussi l'importance du contexte post-radique ou pas, hein, chez un patient qui a déjà eu des rayons, qui a un cou très fibrosé, qui a des difficultés, voire des douleurs musculaires. Ces patients-là, en dehors du problème de cicatrisation, vont avoir plus de difficultés. Évidemment, la vascularité noïdienne, donc ça va être un travail qui peut être fait aussi en rééducation. Le diamètre glottique au niveau de l'apexie, avec l'importance de la position de l'épiglotte sur le cricoïde, et le bourrelet cicatriciel sur l'apexie. Évidemment, la longueur de l'épiglotte restante va déterminer en partie la couverture et donc la protection laryngée. Alors, la déglutition post-opératoire. Bon, là, c'est encore une fois, ça c'est un topo que j'ai récupéré, que j'ai modifié en partie, là, où j'avais rajouté une partie de chirurgie. La sonde nasogastrique, là, 17 jours, voilà, ça va de 7 à 31 jours. Hein. Il y a des patients, là, ça ne tient pas compte des cordectomies. C'est-à-dire que la cordectomie, on ne met pas de sonde nasogastrique. Pour ce qui est des chirurgies partielles par voie externe, en fonction du contexte radique ou non radique, du patient, de sa capacité à comprendre les consignes, de sa motivation, il y a des patients qui, au bout de 5-6 jours, essayent de reprendre l'alimentation et qui sont donc rapidement autonomes, sous couvert évidemment de conseils et de rééducation adaptée. Les fausses routes 10%, là encore, 10% c'est à mon avis un petit peu sous-estimé, et 10% clinique, hein, parce que si on fait un examen en vidéofluoroscopie, on retrouve évidemment beaucoup plus de fausses routes sur notamment les laryngectomies subtotales. Au début, il y a systématiquement des fausses routes, c'est des patients qui toussent, si on ne leur explique pas les consignes de posture. Ils vont évidemment avoir initialement des problèmes à ce niveau-là. Et je pense que Corinne vous a expliqué que c'est des patients évidemment qui voient systématiquement la kiné pour apprendre à corriger et à compenser ces problèmes initialement. Alors, est-ce que ça marche ? Désolée, pas très belle. Ouais, on voit des petites... Bon, peut-être cette vidéo, moi je remets. Bon, en pratique, hein, je vous le dis, nous dans le service, on ne fait pas systématiquement cet examen. Parce qu'on sait que les patients au début font des fausses routes, donc ça sera un examen qui sera réalisé vraiment pour des cas bien particuliers, mais tous les patients n'ont pas d'évaluation sauf cadre d'études ou autre contexte particulier, mais sinon on ne leur fait pas systématiquement. Alors, et c'est là où normalement, je vous présente Isabelle Retou, si vous ne l'avez pas encore vue. Hein. Je vais essayer d'aller voir si elle est dans les parages. Normalement, elle rôde tout le temps, un peu par là. Mais je vais aller... je pense que ce serait plus intéressant qu'elle vous donne son expérience plutôt que moi de... Qui est-ce qui travaille en ORL chez vous? Dans quelle structure? Général, on avait qu'à chirurgie, mais après, c'est très large. Ouais, c'est très large. D'accord. Bon, je vais essayer de voir si Isabelle est là. Si vous voulez vous prendre un petit truc en attendant, faire une petite pause.